tous. Merci d'être présents pour le TAM d'aujourd'hui sur le studio d'enregistrement CBE. On accueille Julie Estardi et Alex Vitrac. Pour le déroulement, aujourd'hui, on va faire plutôt un TAM entre guillemets interactif. Je vais leur poser des questions pour un peu guider la réunion, mais n'hésitez pas si vous avez des questions, même durant la présentation, à les mettre dans le chat. Et s'il y a du lien avec ce qu'on est en train de dire, on pourra les intégrer. Sinon, on aura, comme d'habitude, un temps de 30 minutes d'échange et de questions après la présentation. Donc, merci à tous. Et pour commencer, si vous pouvez vous présenter, Alex et Julie, qui vous êtes, quel est votre parcours? Alors, je suis Julie Estardi, je suis la fille de Bernard Estardi, qui était un ingénieur du son très réputé dans la profession et qui a monté ce studio d'enregistrement. Et mon parcours, avant d'arriver, de revenir au studio CBE, j'étais comédienne, auteur. Et je suis revenue au studio CBE quand il a fallu, c'est-à-dire quand mon père est décédé et qu'il a fallu reprendre et remonter le studio, l'entreprise familiale. Voilà, ça c'est pour ma partie. Alors, moi ici, je suis ingénieur du son, on est deux, il y a David et moi. Et puis, moi je n'ai pas de formation d'ingénieur, mais je suis musicien à la base. Et puis j'ai appris sur le tard. Voilà, c'est ce qu'on fait. On fait du mixage, du mastering, de l'enregistrement, de la réalisation, de la production. Ok, et du coup, vis-à-vis de ça, qu'est-ce que c'est exactement votre métier? Qu'est-ce que c'est qu'un studio d'enregistrement? C'est la première étape, en fait, on va dire que ça fait partie des premières étapes pour réaliser un disque, un enregistrement, que ce soit en streaming, en tout cas faire un album ou sortir un single. Une fois que le morceau il est composé, il faut l'enregistrer. Alors aujourd'hui il y a plein de manières de le faire. Et nous, le studio, en fait, c'est vraiment notre spécialité, c'est l'enregistrement. C'est-à-dire qu'on est capable de tout enregistrer. On a des micros, on a des ordinateurs pour justement capter soit un chanteur, soit un piano, une batterie, un orchestre complet, ou simplement quelqu'un avec des claviers, faire du doublage, faire de la musique de film, faire toutes ces choses, du design sonore. Et on fait aussi de la réalisation, c'est-à-dire qu'on accompagne les artistes dans la production en fait, d'une chanson. On trouve des musiciens, on aide à l'orchestration, on fait en sorte que l'interprétation soit comme elle le désire, du fait de notre expérience, qu'on a déjà enregistré des centaines et des milliers de personnes. Et après, on mixe, ça, on peut le faire aussi. Une fois qu'on a enregistré, on mixe, c'est-à-dire qu'on mélange les pistes, on met des volumes, on met un petit peu d'effets dessus pour que ça sonne comme une chanson comme il y a en radio, dans le commerce. On est vraiment à la genèse en fait des chansons et voire des fois des artistes qui arrivent. Alors il y a des artistes qui sont déjà établis, qui ont déjà une notoriété, et puis il y en a d'autres qui sont nouveaux et qui débarquent chez nous et qui n'ont pas encore de carrière. Et du coup, on est vraiment dans la genèse. Euh, le point de démarrage d'une chanson, c'est chez nous. Le point de démarrage d'un artiste, c'est aussi chez nous. Donc, c'est assez magique en ce sens que ce sont des aventures humaines extrêmement fortes. Alors, ça ne se passe pas forcément toujours dans la joie et la bonne humeur, hein. Ça peut être aussi dans les coups de gueule, dans des désaccords profonds. Mais c'est ça qui est assez chouette, c'est on est vraiment en plein cœur de l'artistique tout en étant finalement des prestataires de services, dans le sens qu'on met à disposition un lieu avec une acoustique, avec un savoir-faire, avec effectivement beaucoup de micros, beaucoup d'instruments, parce que c'est un peu comme une caverne d'Ali Baba ici. Il y a énormément de jouets pour les artistes. Ils s'éclatent quand ils arrivent, ils ont des étoiles plein les yeux, et c'est la chanson, elle est construite dans leur tête, mais elle finit de se matérialiser chez nous. C'est-à-dire que oui, ils arrivent des fois avec des certitudes, elle va sonner comme ça, comme ça. Et puis quand ils arrivent ici, ils trouvent tout un tas d'aspirations, parce que un lieu inspire ou n'inspire pas, hein, mais en l'occurrence,
du fait des années, le studio CBE inspire pas mal de monde. Et du coup, ils se retrouvent un peu comme dans une caverne. Et c'est de là que naissent Et parce qu'il n'y a pas de chansons. fenêtre. Ouais, aussi. Pour des raisons d'acoustique, d'isolation, c'est vrai qu'on est un petit peu capitonné en fait. On a un petit studio à l'étage où il y a une fenêtre, mais elle est sévèrement doublée, quoi, Mm. pour éviter ça. Mais voilà, on est vraiment dans une grotte. Quand on dit qu'on est dans une grotte, on ferme la porte. Paris a beau être autour de nous, Paris n'existe plus en fait. Ok. Et du coup, je change un peu l'ordre de mes questions parce que finalement, ça va bien avec ce que vous disiez avant. Si vous pouvez décrire un peu plus le milieu de la musique actuellement. Vous disiez que le studio est à la genèse. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le milieu de la musique? Quelles sont les autres étapes de l'artiste? Dans, dans la création d'une chanson ou dans sa carrière ou dans le métier en soi? Je pense dans les deux. Dans les deux, parce qu'aujourd'hui, quand on est artiste, qu'on a une chanson, qu'on veut être produit, qu'on veut pouvoir avoir sa musique qui, euh, qui est diffusée partout, à la radio, sur Internet, en streaming, sur un site Internet, là, depuis une dizaine d'années, en fait, n'importe qui, entre guillemets, peut le faire. C'est-à-dire qu'avec tous les sites comme SoundCloud, Bandcamp, qui sont accessibles à tout le monde, il suffit d'avoir chez soi de quoi s'enregistrer, un petit micro, et on peut faire de la musique, et on peut même avoir une qualité quand même très correcte. Nous, studio d'enregistrement, on travaille, comme on dit, à l'ancienne, c'est-à-dire que effectivement, bon, bah, l'artiste vient avec ses musiciens, on les enregistre, on fait le mixage avec un ingénieur du son, un directeur artistique, des fois un arrangeur, des fois un chef d'orchestre quand il y a des instruments classiques qui viennent, Un réalisateur. le réalisateur qui est là pour un peu coordonner tout ce qui se passe. Une fois que bon, bah, tout est dans la boîte, on a créé la chanson. Donc on a vraiment, alors des fois, c'est ça qui est terrible, c'est selon les styles de musique, quand on voit tout ce qui est musique électronique, musique, tout ce qui est rap, compagnie, ça, les mecs arrivent à faire ça dans des tout petits studios, voire dans des appartements. Mais la plupart du temps, ça se finit quand même toujours dans un studio professionnel pour le mixage ou pour le mastering. Le mastering étant la dernière étape qui permet je dirais de calibrer, un peu comme la post-production dans le cinéma, de calibrer en fait le son pour que quand ça passe sur un iTunes, un YouTube ou à la radio, le son soit conforme à je dirais, toutes leurs prescriptions. Et donc, voilà, là, ça, c'est le côté réalisation. Donc, c'est un peu comme un acteur, mais à la partie où il va, je dirais, faire son film. Donc, ça, c'est les coulisses. Après, ensuite de ça, l'artiste, une fois qu'il a fait une fois qu'il a son disque, qui peut la diffuser, sa chanson, quel que soit le mode de diffusion, là, pour le coup, c'est un circuit qui est un peu plus complexe de labels, de producteurs, d'attachés de presse, où là, aujourd'hui, tout est en train de changer. Ne serait-ce que parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus faire de concerts, qu'on peut plus, enfin, ça fait déjà un peu plus d'un an que tout le monde est en train de repenser en fait, à la manière de diffuser la musique. C'est pour ça qu'on a vu énormément de live sessions apparaître sur les réseaux sociaux. Nous, du coup, ben, c'est pour ça que d'ailleurs on a pu travailler un petit peu pendant toute cette période parce qu'effectivement les productions sont venues chez nous pour filmer les artistes, pour qu'elles soient dans un contexte familier pour eux plutôt qu'un studio de télé. Donc, du coup, on a pu enregistrer comme ça une trentaine d'artistes là depuis le début de la crise pour différents réseaux sociaux, Jack, Canal+, donc c'est Star, Combini, Mademoiselle et compagnie, quoi. Et donc l'artiste en soi, normalement, une fois qu'il a son disque, il fait la promotion avec soit en indépendant tout seul en autoproduction, soit avec un label indépendant ou une major, avec l'aide d'un attaché de presse, d'un service marketing et tout ça. Ils essayent de faire en sorte que, comme un produit, je dirais, de marketing, hein, un produit qu'on trouve en supermarché, ils vont essayer de vendre l'artiste, faire en sorte que le plus de monde possible l'écoute et ait envie de l'écouter, de l'écouter, de le voir et peut-être aller le voir en concert, qui est en fait la finalité, je pense, pour l'artiste, c'est de pouvoir jouer devant le public en soi. D'où la difficulté, puisque là, actuellement, bah, ils ne peuvent pas. Et du coup, ça biaise vraiment complètement le mécanisme de départ qui était on enregistre,
On lance la promo avec des médias, avec les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux, c'est vraiment la clé aujourd'hui de la promotion de l'artiste. Et après, il y avait les concerts, les tournées. Bon, bah, c'est cette étape-là qu'on n'arrive plus à passer, hein, mais Bah, disons qu'on maintenant on fait le début et on fait un peu la fin. C'est-à-dire que les mecs viennent enregistrer leur disque chez nous ou dans un autre studio. Ils sortent la chanson, ils font la promotion et comme leur seul moyen d'expression, c'est les live sessions sur les réseaux sociaux, ben, en fait, ils reviennent chez nous ils pour faire des reviennent au concerts. En fait. studio pour faire des concerts. Voilà, Hein, ouais. bon, après, il y en a dans d'autres endroits aussi. Maintenant, ils essaient de varier un peu. Ils en font en extérieur, ils en font dans des lieux un peu insolites. L'urbex, c'est vachement à la mode, donc ils essaient de trouver des coins un peu des vieilles usines et tout ça pour se filmer, comme des sites comme la Blogothèque, par exemple, qui existe depuis un certain temps. Eux, c'était un peu les pionniers de tourner des petites sessions live sans micro dans des lieux un peu insolites, style Urbex, par exemple. Ok. Et il y a une question de Julia qui va au passage avec ce que vous disiez. Julia, je ne sais pas si tu peux activer ton micro si tu veux la dire. Ou pas. Oui, bonjour. Bonjour. Je me demandais exactement le travail du studio d'enregistrement. Sam, elle a un peu posé une question comme ça tout à l'heure, mais tout à l'heure, vous parliez de producteurs de musique. Pour moi, les producteurs, c'est vraiment ceux qui assemblaient les bandes son et qui finissaient la musique, quoi. Et du coup, le studio d'enregistrement, est-ce que vous faites aussi j'appelle ça un mixage, je ne sais pas si c'est ça, Oui. mixer les sons? Oui, alors en fait, producteur en France, ça a deux significations. C'est-à-dire qu'il va y avoir, dans la musique, il va y avoir le producteur, c'est celui qui donne l'argent, qui donne les moyens en fait à l'artiste pour réaliser son disque, réaliser sa chanson, même jusqu'à sa tournée, pour développer sa carrière artistique. Et ensuite de ça, il y a ce qu'on appelle le producteur artistique, le producteur, comme les anglophones disent, que nous on appelle aussi le réalisateur en fait artistique, qui lui en fait accompagne l'artiste dans la réalisation de sa chanson, dans toutes les étapes, en tout cas de production. C'est-à-dire que ça va s'arrêter, son rôle s'arrête en fait à partir du moment où la musique sort sort en public en fait, soit sur un disque, soit sur une plateforme numérique enfin tout ce qui est disponible. Et cette personne-là, en fait, elle va accompagner l'artiste pratiquement de la composition jusqu'au mastering. Et là où elle va avoir une partie la plus importante, en fait, c'est quand elle va se retrouver en studio d'enregistrement, que tous les musiciens seront là. Il y aura l'ingénieur du son, il y aura peut-être même le directeur artistique du label qui sera là. Et le réalisateur, c'est lui qui coordonne tout, en fait. C'est-à-dire qu'il aura préparé la séance de studio, il aura vu les musiciens, il aura peut-être prévu de faire des répétitions au préalable, il aura vu avec l'artiste, est-ce que la tonalité de la chanson est bonne, est-ce que le rythme est comme il faut, est-ce que finalement le fait de mettre un orchestre philharmonique, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Peut-être, est-ce qu'on peut... Donc, il a un rôle, je dirais... de chef d'orchestre, voilà, chef d'orchestre, un petit peu d'arrangeur, mais c'est un peu délicat, parce que comment on appelle ça, le producteur, c'est comme le studio d'enregistrement, c'est un prestataire de service. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'histoire de propriété intellectuelle de SACEM ou ce genre de choses. Hein. Il est vraiment là pour faire en sorte que le producteur il a un budget on va dire de 10 000 € pour faire ce disque, et ben, le réalisateur il a cette responsabilité de ce budget. Il ne faut pas qu'il dépasse les 10 000 €, c'est-à-dire de la phase de composition jusqu'à la phase de mastering. Alors, ce n'est pas lui qui s'occupe de la pochette du disque, du visuel, de toutes ces choses-là, mais en tout cas, vraiment le support audio, c'est le réalisateur qui normalement en a la responsabilité. Et c'est ce qu'on appelle un producteur. Quand on dit tel titre a été produit par telle personne, généralement, c'est le rôle qu'a cette personne. Alors, le problème, c'est que des fois, il y a des choses qui sont un peu ambiguës, il y a un petit peu d'ingérence qui se fait, dans le sens où tout le monde a un peu son mot à dire. C'est-à-dire que le directeur artistique du label, il va dire bah non, moi, ça ne me plaît pas, ceci, cela. L'ingénieur du son, lui, il est en droit aussi et d'ailleurs, souvent, l'ingénieur du son et le producteur, ça arrive, et le réalisateur, parce que c'est plus simple en termes de budget, et maintenant, c'est de plus en plus courant. C'est-à-dire que l'ingénieur du son, vu que c'est lui qui fait la prise de son, qui est en direct avec l'artiste, qui va lui parler pendant les prises de son, c'est pas normal qu'il le fasse. Et il y a aussi une phase un peu
je dirais, de mise en confiance entre l'ingénieur du son ou le réalisateur avec l'artiste, qui va lui permettre à l'artiste de s'épanouir dans le studio, ce qui n'est pas évident parce que ça peut être un peu austère, ça peut être un peu intimidant en fait. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais en tout cas, le producteur, c'est comme ça qu'il est défini aujourd'hui. D'accord, oui, ça répond bien. Et vous, comme vous disiez que les ingénieurs du son, parfois, ils peuvent prendre un peu ce rôle, est-ce que vous vous placez de cette façon-là ou est-ce que vous faites uniquement les prises de son? On le fait, on le fait. En fait, ça dépend de la demande. C'est-à-dire que des fois, nous, on a des liens avec des artistes, avec le bouche à oreille, avec notre expérience, quand les mecs regardent des pochettes de disques, voilà. Et des fois, on est contacté et les mecs n'ont pas de réalisateur. Donc, ça arrive très, très souvent. Ils arrivent en studio, il n'y a personne qui les accompagne, même des gens qui viennent de labels, hein, et à ce moment-là, bah, on les accompagne. Alors, des fois, ce n'est pas officiel, ce qui fait que on n'indique pas sur la pochette du disque, en tout cas dans les crédits, que l'ingénieur du son était producteur. Ensuite de ça, des fois, avec le label, on se met en direct avec le label et on dit, bah voilà, nous, vu qu'il n'y a pas de réalisateur, on vous fait la réalisation, quoi. Ou des fois, on est contacté directement par le label qui nous dit, bah voilà, moi j'ai un projet. Ou par l'artiste. Pas l'artiste, mais mais en l'occurrence, on va dire, comme c'était avec Nataf, qui Ouais. dit, bah voilà, moi je veux un produit clé en main. C'est-à-dire que je vous envoie l'artiste et vous vous démerdez. Donc à ce moment-là, effectivement, on négocie en tout cas, parce que le producteur se fait payer en prestation de service, mais aussi peut se faire payer en copyright. C'est-à-dire il peut rentrer dans le contrat de production et faire en sorte que sur les ventes, Il touche un il peut pourcentage. toucher un pourcentage de l'ordre de 1 à 2% en fait. Voilà. Donc oui, on le fait. D'accord. Et c'est tous les deux qui vous occupez de ça? Que tous les deux ou vous avez d'autres membres? On a David, qui est ingénieur du son et réalisateur, qui le fait. Et il y a moi aussi qui le fait, aussi en tant qu'ingénieur du son, réalisateur. D'accord, merci. Voilà. Alors, si, une petite parenthèse, c'est qu'il y a aussi un nouveau. Ça fait quand même un petit moment où les mecs se disent producteurs, c'est dans la musique électronique. C'est des gens qui font tout. Je pense vraiment le plus connu, c'est David Guetta, par exemple, qui lui se dit producteur. En fait, il est compositeur, il est ingénieur du son, il fait à peu près tout. C'est-à-dire qu'il arrive à tout faire, hein, pratiquement, on va dire, sauf le mixage et le mastering. Et lui, c'est cette nouvelle génération où les mecs aussi sont ce qu'on dit. Et c'est pour ça qu'on parle plus de musique, on parle de son. On dit, ouais, ce mec a produit un son. Ça arrive souvent, on entend beaucoup ça depuis une dizaine d'années. Et ce sont des gens, effectivement, c'est des bêtes producteurs, quoi. C'est-à-dire c'est des gens qui sont dans leur chambre et qui produisent avec leur petit laptop, leurs petites enceintes au casque, et avec des logiciels ou déjà remplis de bandes son, de samples et tout, ils arrivent à produire de la musique avec des logiciels comme FL Studio, Studio One, Live et compagnie. Ce sont des logiciels dédiés à cette catégorie comment on appelle ça, de producteurs mais qui ne sont pas forcément musiciens au sens capables de jouer du piano ou de la guitare. Mais ils arrivent, ils ont cette sensibilité musicale et cette créativité qui leur permet, avec des petits bouts, de créer des trucs qui aujourd'hui se vendent par millions. Offenbach, toute cette vague-là, en fait, fait partie. C'est souvent des sortes de DJ, en fin de compte, qui... Oui, ils font beaucoup de DJ sets voilà. aussi. Ouais. Parenthèse, voilà. Pour revenir à d'autres questions globales sur le studio, est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de l'histoire du studio, qui n'est pas un studio récent, mais qui a une belle histoire déjà derrière lui, comme tu avais commencé à évoquer en citant le nom de ton père tout à l'heure? Oui. Le studio est né, je dis souvent qu'il est né parce que je le considère presque comme une personne tellement qu'il a vécu, en 1966. Donc, ça fait plus de 50 ans qu'on est là et le studio est né d'une aventure totalement humaine, à savoir que ce n'était pas des financiers qui ont décidé de monter un studio d'enregistrement, c'était pas... à l'époque, en 1966, les seuls studios d'enregistrement qui existaient, c'était des grands studios d'enregistrement de chez Pathé Marconi, de chez Barclay. C'était des gros studios avec des ingénieurs qui étaient des ingénieurs en électronique et électricité. Ils
ils avaient la blouse blanche. Enfin, voilà, c'est assez austère quand même comme façon de travailler. Et en 1966, donc mon père qui était organiste pour Nino Ferrer et pour Bill Coleman, il faisait pas mal de tournées. Il s'est fait alpaguer par son copain d'enfance qui lui dit: écoute, j'ai envie de monter un studio pour qu'on fasse nos propres productions, est-ce que tu en es? Et puis il a dit oui. Et ils ont trouvé un petit local qui n'avait rien d'un studio d'enregistrement, qui était une boutique d'imperméables, donc autant dire qui n'avait pas des proportions idéales, qui était totalement biscornu, et ils en ont fait un studio. En fait, finalement, c'est les précurseurs, c'est les pionniers c'est le premier home studio en réalité, le studio CBE. Et contre toute attente, le premier client a été Johnny Hallyday qui a débarqué au studio parce que derrière la console, il y avait un copain qui était mon père, Bernard Estardi, puisqu'ils se croisaient. Enfin, mon père était un musicien, donc il connaissait tout le monde. Et à partir de Johnny Hallyday, il y a beaucoup d'Américains qui ont débarqué aussi, Lee Hazelwood, Paul Simon, de Simon & Garfunkel, et d'autres, des bluesman, T-Bone Walker, enfin bon, bref, j'en passe. Mais Booker T and the Mighty, enfin gros, voilà. Et à partir de ce moment-là, du coup, toutes les majors françaises ont dit pourquoi on va envoyer tous nos poulains, tous nos artistes à Londres ou aux États-Unis enregistrer leur album, alors que apparemment ils ont un son de dingue dans cette espèce de boui-boui qui est coincé entre la porte de Clignancourt et Montmartre. Voilà, ça a commencé comme ça. Et ça a été assez hallucinant parce que ça a été comme ça pendant 40 ans. Ça a été, après forcément, passé 40 ans, mon père était encore dans la console, forcément, il n'était plus forcément dans le coup. Donc quand on est revenu, on a relancé une activité qui n'avait plus en fait. Mais si tu veux, il y a eu tout le monde est passé par le studio CBE, tout le monde. Je me pose la question de si effectivement il y a 2 personnes qui sont jamais venues ici, c'est Balavoine et Michel Berger. C'est les 2 seuls qui ne sont pas venus, qui sont juste passés mais qui n'ont jamais enregistré. Sinon tous les autres sont passés par le studio CBE à un moment donné ou à un autre. Et beaucoup de carrières sont nées ici. Voilà. Et l'aventure est jolie parce que si tu veux, ils ont construit le studio de leurs propres mains, vraiment. Et c'était les seuls. Ils ont planté des clous pendant des mois. Ils ont bidouillé une acoustique avec l'aide de leurs copains musiciens. Et c'est vraiment le côté artisanat. On est vraiment dans l'artisanat au studio CBE. Et ça a donné, si tu veux, la première impulsion d'un studio libre. C'était un studio de musiciens, créé par des musiciens, pour des musiciens. Voilà. Et c'est pour ça que tout le monde venait. C'est parce que là, on écoutait l'artiste. Là, on comptait pas les heures. Là, on faisait jusqu'au bout de la nuit, jusqu'à ce qu'une chanson sonne, jusqu'à ce qu'on ait le tube. On n'était pas dans la... Évidemment qu'on était dans les grosses ventes. Évidemment qu'on cherchait ces choses-là. Évidemment qu'ils voyaient le succès. Évidemment qu'ils le cherchaient. Mais ils le faisaient. Pourquoi? Parce qu'ils s'éclataient comme des fous furieux dans ce studio, qu'ils faisaient de la musique et que c'était ça leur passion. Donc c'était vraiment une histoire de passionnés en réalité. Voilà. Et ça l'est toujours. C'est ça que... Et ça l'est toujours. Donc parce qu'on s'attache énormément, nous, aujourd'hui, quand on a repris le studio, c'était pas évident. Parce que le métier avait changé, le milieu avait changé, les studios avaient changé. Il y a énormément de studios qui se sont montés assez froids, où on veut effectivement faire du son, on veut faire du chiffre, on veut faire des ventes. Ils parlent vraiment de l'artiste comme d'un produit, et c'est vrai que c'est assez triste en fait de ne plus parler d'artiste et de ne plus parler de carrière et de ne plus...
Et nous, on a encore la foi à ça, donc voilà. Mais peut-être parce que j'ai été baignée là-dedans toute ma vie et que du coup, j'essaye de tirer cette espèce de lien artistique dans mon bateau, quoi. Je sais pas si vous voulez peut-être décrire les photos que tu faisais passer, Alex, un petit peu. Alors là, bah, écoute, c'est simple, je crois que tout le monde l'aura reconnu, hein, Françoise Hardy à droite, Serge Gainsbourg à gauche de Françoise Hardy. Alors, Georges Châtelain, qui est à gauche de Gainsbourg, qui est le cofondateur du studio CBE. Un peu plus à gauche, en petit, ici, on a Jean-Louis Proust, qui était l'assistant de mon père. Avec la moustache derrière, Jack Robinson, qui a produit des choses incroyables au studio CBE. Et au centre, le seul qui ne regarde pas, parce qu'il est en train de travailler, Bernard Estardi, mon père. Voilà. Ça, c'était donc pour l'enregistrement de la chanson Comment te dire adieu de Françoise Hardy en 68. Ah bah là, on fait un saut dans le temps, parce que je n'ai pas classé les photos, pardon. Là, c'est une séance avec Dutronc et Zaz. Thomas Dutronc, pardon. Thomas Dutronc et Zaz. Séance donc assez récente, enfin qui date depuis, mais on est dans notre époque, c'est notre ère à nous. Et c'était pour l'album de Zaz. On prenait des vieilles chansons. Ouais, c'était des chansons de Paris. Ouais. C'était un album sur Paris, quelque chose comme Ouais, ça. ouais. Bon. Et très bonne ambiance. Même très alcoolisé aussi, Ouais. je crois. Ça, c'est Chassol. Alors, je l'ai mis au loin parce que c'est vraiment, je ne sais pas si vous connaissez, c'est très pointu comme Christophe Chassol. Mais Chassol est un clavier de génie, en fait, vraiment. Il fait de la musique à l'image et il se sert des bruits ambiants pour en faire des musiques, et il est très jazz. Très influencé Steve Reich, Philip Glass, toute cette tendance qu'il y a eu dans les années 60 pour la musique concrète, expérimentale. Mais il le fait de manière un petit peu plus accessible. Voilà. Ça, c'était pour une séance avec Éric Chedeville, qui est l'auteur de Get Lucky, je crois. Non, non. Non, c'est l'auteur de quoi ? Cette chanson qui est chantée par The Weeknd. Bon. I feel it coming. Voilà, Feel It Coming. Ouais, voilà, on y est, c'est bon. Donc, du coup, c'était pas la séance pour ça, mais c'était une séance où il était là, il était producteur. Voilà, il était producteur, on est en plein dedans, il était producteur de ces chansons. Ah, alors là, on retourne. On est en quoi ? En 80, 79, 80, 82, 83 ? Ouais, 80 un peu plus. Charles Trenet, il est un peu vieux là. Bref. Donc, on est avec Charles Trenet, Dalida et Bernard Estardi derrière le piano pour une chanson dont je ne me souviens plus le nom, mais qui a été arrangée par mon père à l'époque. Et Charles Trenet Charles Trenet a composé une chanson pour Dalida. Et c'est la seule fois où il a composé une chanson pour quelqu'un d'autre. Et c'est pour ça que ça a été immortalisé, parce que c'est... En fait, l'histoire de cette chanson, c'est Dalida qui est en pleine interview télé et qui dit le public, pour moi, a le visage de l'amour. Et il entend ça à la télé, il est en train de regarder l'émission, et là, il écrit la chanson pour Dalida en disant, bon voilà. Et c'est la seule fois qu'il a composé pour quelqu'un d'autre, ce qui était un grand honneur pour Dalida et un énorme bonheur aussi pour mon père, parce que c'est lui qui a fait l'arrangement de la chanson. Ah ben, décidément, je n'ai pas du tout classé ces photos. Là, c'est Lilywood and the Prick. Alors, je ne sais pas si vous les connaissez, ça commence à dater un peu, hein, mais... Ils viennent de sortir un album. Oui, c'est vrai qu'ils viennent de sortir un album. Mais
c'est des copains en fait, on les aime bien, ils sont choux, ils sont méga choux, ils sont adorables. Ils en ont fait 3 chez nous. Ils sont toujours passés plus ou moins par la maison. Et ils ont commencé vraiment au studio. Ils n'étaient pas connus du tout. Et, euh, et pour dire, le tube le plus connu a été écrit dans les couloirs ou sur mon bureau, je crois. Non, c'était Non. sur le canapé derrière là, quand c'était le foutoir. Ah ouais, voilà, bah, ils adoraient. Séance d'Alexandrie Alexandra, donc grosse séance. Grand monsieur. Avec donc Clo-Clo, Bourter à droite qui était son manager, son homme à tout faire, son Producteur ami, aussi. producteur, Réalisateur aussi. voilà. Donc c'est un joli trio parce que c'est un trio qui a pas duré longtemps parce qu'évidemment Claude François est parti très vite, mais à partir du moment où ils étaient tous les trois, ils ont fait voilà, il y avait beaucoup d'amitié et beaucoup d'amour, quoi. C'était assez fort. Françoise Hardy, avec qui on a des liens assez forts aussi parce que elle a donné toute sa confiance. Elle dit, et elle le dit encore aujourd'hui, que Bernard Estardi était un tisseur de voix, était un magicien dans le son, et du coup elle a toujours énormément d'amour, et c'est assez fou, hein, c'est à se demander s'il n'y a pas eu des histoires cachées que je ne connais pas, mais ça c'est notre chouchou. Sébastien Tellier, séance il n'y a pas très très longtemps, ce qui illustre bien ce que nous faisons aujourd'hui, c'est-à-dire que l'artiste vient, enregistre, et là on est en plein tournage. On est en plein tournage, donc là il vient faire une promo rapide. Combini, je crois que c'était la séance où il a chanté l'Aziza. Il a repris l'Aziza façon Tellier, et voilà. Mais ça illustre bien, si tu veux, notre quotidien d'aujourd'hui. Ils arrivent avec des petites cams, des iPhones, des trucs. Voilà, là, voilà, c'est pareil, un fond vert qui s'est fait. Ça sort aujourd'hui sur Jack, ça. Ouais, ça c'est cool. Et puis c'est donc une reprise. Là, il faisait une reprise de Serge Gainsbourg. Et donc on peut aussi travailler sur fond vert, donc ne pas voir le studio, mais du coup ils ont un son assez top pour Pour la live session. Pour la live session, quoi. Alors on retourne dans le temps, Nino Ferrer. Alors pour ceux à qui ça ne parle pas, Nino Ferrer, les Cornichons, le Sud, Mirza. Et c'est un peu le frère artistique de mon père, puisqu'ils ont commencé ensemble. Ils avaient un groupe, ils étaient jeunes, ils avaient un groupe, et ils ont fait toute leur carrière ensemble. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il avait un problème, il arrivait, ah tiens, j'ai un album à faire. Bon, bah, l'album c'était Métronomie avec La Maison près de la Fontaine. Il revenait, j'ai une chanson, bah, c'est le Sud. Et dans ces cas-là, mon père était le producteur, si tu veux. C'est-à-dire que Nino s'en remettait entièrement à Bernard Estardi pour arranger ses titres. Et c'était beaucoup d'engueulades, énormément d'engueulades. Un jour, il l'a accroché au porte-manteau quand même. Enfin, voilà. Donc, non, les deux, c'était pas possible, quoi. Ils se parlaient plus pendant 4 jours, une semaine. Mais ils revenaient toujours, Nino revenait toujours, et puis ils se tombaient dans les bras l'un de l'autre systématiquement. Voilà. C'est tout. C'est fini. Merci déjà. Je pense qu'il me restait quelques questions, mais on va peut-être aussi laisser la place aux questions pour les autres. Donc je vous laisse peut-être marquer soit vos questions dans la discussion, soit marquer dans la discussion que vous voulez prendre la parole. Et en attendant, je peux peut-être poser la dernière question que j'avais. C'était sur le lien avec les artistes que vous avez un peu commencé à aborder, mais si vous voulez compléter le facteur humain et peut-être des exemples plus récents. Quand les artistes arrivent, quelle est votre relation avec eux en général? Alors, des fois, c'est purement... il ne se passe rien du tout, ça arrive. L'artiste vient, il est accompagné, il n'est pas tout seul, il y a plein de gens autour de lui, il fait son truc et puis il s'en va. Voilà. Bonjour, au revoir.
C'est arrivé pour Charlotte Gainsbourg, c'était Ouais, absurde ce voilà. truc-là. Et des fois, on garde des liens même après, longtemps après les enregistrements, grâce aussi aux réseaux sociaux, on s'envoie des messages, voilà, parce que c'est vrai que il y a les artistes, l'artiste se dévoile, donne une facette à son public qui n'est pas forcément celle qu'il a dans la vraie vie. Et quand il est au studio, il est tout nu, quoi. Et donc, du coup, on rentre dans la confidence quelque part de ça. Et puis, au bout d'un moment, quand le temps se fait, quand sur des longues périodes d'enregistrement, la plus personne fait d'efforts, hein. C'est-à-dire que on commence vraiment à connaître les personnes. Alors, ça arrive de vivre aussi des moments très, très intenses pendant une semaine ou deux pendant l'enregistrement. On se fait la bise, voilà, on se confie nos problèmes et tout. Et puis après, ça arrive que la personne part et puis elle part en promotion et puis on n'a plus de nouvelles du tout. Pendant 1, 2 ans, 3 ans, et puis elle revient et puis on se retrouve comme si c'était hier le précédent enregistrement. C'est vraiment aléatoire, ça dépend. Voilà, c'est le caractère humain, ça dépend le feeling qu'on va avoir avec. La seule différence, si tu veux, avec l'époque de mon père et notre époque, c'est qu'à l'époque de mon père, on faisait un album de A à Z. C'est-à-dire qu'on venait enregistrer toutes les chansons de l'album, ou alors on mixait tout l'album. Donc il y avait le temps, si tu veux, de créer un lien. Aujourd'hui, c'est un peu différent. Tu peux te permettre de faire tes pré-prod chez toi et d'aller en studio que pour faire la voix. Ou alors, tu as décidé d'aller faire les batteries chez Ferber, les grattes chez CBE, la voix chez Intel. La musique est décousue. Donc du coup, par définition, le lien avec les artistes est différent. Il est très très fort quand, là tu vois, on enregistre en ce moment Sophie Tapie, la fille de Bernard Tapie. Et donc elle a fait tout l'album, enregistré, mixé, enfin, ça crée un lien extrêmement fort. C'est-à-dire que là en bas, c'est la cour d'école, quoi. Mais vraiment, c'est-à-dire que tu vois que des copains il n'y a plus de barrière, il n'y a plus de limite. D'un coup, l'artiste, c'est ça qui lui permet de rentrer soit en création, soit en déconnade. Et ça permet de lâcher vraiment tellement de choses dans la création des choses. Donc, effectivement, c'est très aléatoire. Tout dépend. C'est l'humain, ça dépend des personnes, ça dépend des artistes. Alors déjà, il y a de l'humain, forcément. Mais en plus de ça, je pense que le temps que tu passes en studio, si tu arrives juste pour faire une voix et que tu te tires, tu ne pourras pas avoir de lien avec l'ingénieur du son et les autres. Ça va être du consommable. C'est pour ça que finalement, les liens qu'on a nous, dans notre métier en tant que studio, les liens amicaux qu'on a la plupart du temps, c'est avec des gens du métier, c'est-à-dire soit des musiciens qui viennent pour jouer avec des artistes, mais qui jouent pour plein d'artistes différents, ce qui fait qu'ils reviennent souvent au studio, les réalisateurs, les producteurs, même au sens financier, hein, c'est-à-dire le label, on les voit plusieurs fois dans l'année pour des artistes différents, ce qui fait que on a une relation qui reste quand même, pour certaines, de client à prestataire de service. Donc, il y a des limites, des fois à pas dépasser, en termes de copinade. Et des fois même, c'est pour ça, c'est le truc qui est ambigu un peu dans ce qu'ils appellent le show business, c'est que des fois, on se fait la bise, on machin et tout. Enfin voilà, on a l'impression qu'on a les meilleurs amis du monde, et puis du jour au lendemain, ça peut partir comme ça, quoi. Bon, Voilà. c'est un peu. Mais après, le facteur humain est très important dans la phase de création. C'est-à-dire que hier comme aujourd'hui, il n'y a pas un artiste qui rentre en studio et qui y reste s'il s'y sent mal. C'est toujours facteur d'humain, vraiment. C'est-à-dire que on va chercher un savoir-faire auprès de l'ingénieur du son, auprès de son réalisateur, et puis il y a la magie du lieu, évidemment. Mais si la magie, elle est extraordinaire, mais que derrière la console, tu as un con, bon, le problème, voilà, tu n'y restes pas dans ce lieu. C'est toujours, on fait de la musique, le rapport à l'humain est essentiel. Et le jour où on perd ça, on a tout perdu, vraiment. Je ne sais pas si j'ai répondu. Ouais, parfait. Voilà.
Est-ce que certains autres veulent poser une question? Vous pouvez allumer votre micro ou la mettre dans les discussions. Bonjour, merci pour votre présentation, c'était super intéressant. J'aurais juste un peu une question, vous en avez déjà un peu parlé, mais est-ce que vous auriez d'autres anecdotes de ce qui s'est passé avec des artistes, des choses un peu drôles ou des choses à raconter à propos de... enfin, Il y a, il y a- il y a beaucoup de choses. Alors, Il y a des choses qu'on peut dire, et des choses qu'on ne peut pas dire. et la plupart du temps, quand c'est drôle, on ne peut pas en parler. Oui, c'est ça, parce que c'est vraiment très drôle, mais, mais ça décrédibiliserait pas mal. Non, des anecdotes, il y en a à chaque Si, la séance. dernière anecdote dont on peut parler, c'est que il y avait la séance justement qui est en cours en ce moment donc au rez-de-chaussée. Oh mon Dieu, oui. Et il y a, comme on n'a pas, on donne sur la rue en fait. Et le directeur artistique et le patron du label fumaient une cigarette devant le studio, donc sans le masque. Et la police est venue, sauf que eux n'ont pas vu la police et sont rentrés comme ils font d'habitude, hein, une fois qu'ils ont fini leur clope. Et la police a cru qu'on faisait une soirée en fait dans le studio. Et donc ils sont venus, ils ont essayé de rentrer dans le studio et comme ils n'ont pas voulu au départ se présenter comme policiers, nous on a cru que c'était des gens qui venaient pour faire un braquage parce que c'était arrivé dernièrement dans le quartier. Donc on leur a pas ouvert. Ça fait qu'ils ont appelé des renforts, on s'est retrouvé avec une dizaine de policiers qui encerclaient le studio. Mais on ne savait pas que c'était les policiers, on pensait qu'on se faisait braquer. Voilà. Donc il y a plus d'une dizaine de policiers qui sont arrivés, qui ont encerclé le studio par la porte qui donne sur les bureaux et tout ça. On a appelé les policiers nous, pour on nous a dire on appelé se fait voilà. braquer, venez. Du coup, nous, on a appelé la police parce qu'on pensait qu'on se faisait braquer réellement. Et donc, ils ont renvoyé encore des policiers, donc c'était un peu n'importe quoi. Et l'artiste, donc c'était Sophie Tapie, qui elle avait appuyé sur l'interphone et pensant que c'était des braqueurs, a commencé à dire attention, nous on est des Marseillais, j'ai mon chien, machin, ceci, cela. Et eux, les policiers ont cru en plus qu'on se foutait de leur gueule. Ce qui fait qu'ils n'ont pas été très sympas au départ. Hein. Ils étaient prêts à forcer la porte. Mais bon, après, voilà, ça s'est bien fini quand même. On a pu discuter quand ils ont vu que, bon, déjà, c'était la fille de Tapie. Forcément, quand il y a des personnes connues, les gens se détendent un peu. Sauf si c'est du rap, évidemment. Et puis après, voilà, ça s'est fini. Mais ça a duré quand même un peu plus d'1 heure, cette histoire, hein, où tout le quartier s'est rameuté parce qu'il y avait la police. Quoi. Voilà. Voilà, c'était. Alors, on en rit maintenant, mais sur le coup, c'était quand même très, très dérangeant. Le fait de se dire que tu ne peux pas rentrer chez toi et être sans masque, d'avoir cette espèce de suspicion comme ça. Bref. Mais au final, c'est très drôle, hein, surtout d'avoir vu Sophie Tapie qui montre ses papiers d'identité et de voir le flic se décomposer et dire Sophie Tapie de Bernard Tapie. Oui. Vous enlevez votre masque pour voir. Ah oui, vous avez la même tête. Oui, j'ai le même caractère aussi. Voilà, et ça, c'était juste magique. Mais voilà, c'est la dernière anecdote en date. Voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question. Juliette, si tu en veux d'autres. oh, pourquoi pas, si vous en avez d'autres. Non, mais j'en ai énormément, si tu veux. Mais après, Elles sur sont pas toutes 50... à divulguer, quoi. Pardon? Elles sont pas toutes à divulguer, j'imagine, non plus. Oui, et puis, est-ce que c'est des... Enfin voilà, aujourd'hui, il y a moins d'anecdotes qu'à l'époque, par exemple. Tu vois, vraiment. C'est-à-dire que j'ai énormément d'anecdotes de Claude François qui arrive, par exemple, au studio. Claude François était toujours en retard. Claude François, c'était ses fans qui arrivaient avant lui. Et du coup, on savait quand Claude François arrivait en studio, on le savait parce que c'était les fans qui arrivaient un quart d'heure avant. Et c'est plein de petites histoires comme ça, si tu veux. Claude François qui n'osait plus rentrer parce qu'il savait qu'il allait se faire engueuler parce qu'il était encore en retard. Et du coup, il a essayé de mimer une entrée fracassante, tonitruante en disant
Oui, ben, personne ne voulait rentrer, il s'est jeté sur le canapé, genre tout le monde l'a poussé à l'intérieur parce qu'il ne voulait pas rentrer. Enfin bon, bref. Et plein de petites choses comme ça, mais enfin, des couillonnades qu'on pourrait tous faire de la vie quotidienne, si Après, tu il veux. y a aussi des anecdotes qu'on connaît d'autres studios, hein. Par exemple, le premier album de PNL, il y a une bonne partie des sons, en fait, c'est des MP3. Parce que en fait, le mec qui a réalisé le son, il avait envoyé le beatmaker a envoyé des pistes, mais juste pour validation, et les mecs ont validé et en même temps les ont gardés. Et ils n'ont pas ouvert le dossier où il y avait les sons haute définition. Et donc les gars ont travaillé avec des sons en MP3, quoi. Voilà. Je veux dire, quand on écoute le premier album de PNL, il y a pas mal d'éléments qui c'est du son. C'est peut-être pour ça qu'il y a un son si particulier dans l'album. Voilà. Ça, c'est des trucs, ça se sait pas, mais entre musiciens, des fois, on se partage des petites conneries comme ça. Qui sont pas bien graves en soi. Mais... Après, c'est souvent ça, les années. Après, au-delà des aventures humaines qu'il peut y avoir dans ce studio, il y a aussi beaucoup d'erreurs techniques qui laissent une marque un peu indélébile sur les titres. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de chansons qui sont nées d'accidents. Je pense au lac du Connemara, qui est une chanson mythique, mais qui, au final, ils ne savaient pas s'ils arriveraient à la terminer parce que c'était un gros bazar. C'est-à-dire qu'ils avaient enregistré les pistes à Abbey Road, sauf que l'ingénieur anglais avait laissé le décompte 1, 2, 3 sur les pistes, ce qui veut dire que il y avait les cordes, plus le 1, 2, 3, 4, et voilà. Et c'est des petits défauts techniques de départ qui ont engendré des histoires totalement saugrenues après dans le studio, parce qu'il a fallu complètement repenser le titre. Ils ont rejoué, ils ont enlevé beaucoup de cordes, ils ont rejoué des cordes avec des synthétiseurs, ils ont mis du vent en début de chanson pour cacher le décompte de l'ingénieur. Et ils se sont arrachés les cheveux pendant une demi-journée et rapidement, parce que Michel Sardou venait et il posait sa voix en un quart d'heure avant de repartir en tournée. Et si tu veux, oui, dans l'inconscient des gens, on passe une journée studio, c'est assez calme. Non, là, c'était une espèce de bourrasque. Enfin bon, voilà. Ok, merci beaucoup. Je t'en prie. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Sinon, en soi, j'en ai une autre, mais c'était pour laisser la place à d'autres personnes. Ah, voilà. On a une question dans le chat. Du coup, si tu veux allumer ton micro, sinon je peux la lire. Enfin, la question, c'est combien de temps ça prend pour enregistrer un album? Ça peut prendre 2 semaines. Et une journée. Et une journée, ça peut prendre des mois. En fait, ça dépend comment c'est produit. Si les musiciens jouent tous ensemble et que le chant est enregistré en même temps que les musiciens sont très bons, il faut une petite demi-journée pour faire les réglages. Une chanson, ça dure à peu près 3-4 minutes à jouer. Ils font 2 ou 3 prises, ce qui fait qu'on peut en enregistrer dans une journée. Si on finit un peu tard, on peut en enregistrer jusqu'à 10. Il faut être très, très bon. Et ça, c'est souvent dans le jazz en fait qu'on fait ça, parce que les musiciens de jazz veulent tout jouer en live. C'est très rare qu'il y ait ce qu'on appelle des re-recordings, c'est-à-dire enregistrés par-dessus en fait. Après, il y a des albums qui peuvent prendre même des mois à être enregistrés. Là, par exemple, les 2 albums que l'on fait en ce moment, il y a en moyenne 10 jours de prise, 10 jours de mix. Voilà, donc c'est une vingtaine de jours pour un album. Et traditionnellement, pour ce genre d'album pop, c'est le temps qu'il faut au minimum. On compte 2 jours par titre, généralement, pour l'enregistrement. Normalement, c'est un peu comme ça que c'est calculé, quoi. Et pour le mixage, on compte une journée par titre. Et le mastering, c'est une journée pour tout faire. Du coup, oui, a répondu merci dans la conversation. Si personne d'autre veut poser une question, moi j'avais la question sur les conditions actuelles, l'impact de la crise sur le secteur artistique et musical. Si vous voulez en parler un peu plus, peut-être. Non, tout va bien, non? Oui, non, c'est un vrai sujet. Hein, Nous, on est répercutés, mais indirectement.
Vraiment, ceux qui en chient le plus, c'est vraiment ceux qui se produisent sur scène, c'est-à-dire les musiciens, les techniciens et les artistes. Bon, après, les artistes, ils ont d'autres revenus en fait sur la vente de disques, sur les radios, les plateaux télé, etc. Quoi. Les techniciens, eux, ils ont vraiment plus aucun travail. Après, nous, comme on est un petit peu dans ce qu'on appelle la préparation, en fait, on est considéré même comme la répétition. C'est-à-dire que nous, on a le droit de travailler, on a le droit d'accueillir des gens. Ce qui fait que malgré tout, au début, les producteurs ont été timides, mais finalement, ils se sont quand même dit, il faut quand même qu'on pense à la fin de la crise. Et donc, le travail revient petit à petit pour nous, même si ça a été quand même premier confinement, il n'y avait rien du tout. Ouais. Et puis après, il y a eu des petites choses, mais là, c'est vraiment là depuis janvier en fait que ça revient. Et donc, du coup, ça revient en double pour nous parce qu'on continue quand même à faire les live sessions et on a les enregistrements plus traditionnels, les mixages, les masterings. Donc, du coup, on va dire que c'est plutôt bien pour nous, même si ce n'est pas encore la joie parce que on n'a pas un taux de remplissage non plus extraordinaire. Là, en termes de visibilité, en avril, pour l'instant, on n'a rien du tout, quoi. Mais ça arrive souvent au dernier moment, quoi. Donc voilà, mais après, quand on rencontre les musiciens, on sent qu'ils sont heureux de revenir en studio pour pouvoir faire de la musique, hein, parce que Ouais. c'est pas drôle pour eux. Ça Merci répond. pour la réponse. Du coup, il est 11. On a le temps pour encore une question si quelqu'un a envie. Sinon, à la limite, si vous voulez parler de 3 minutes de la question qu'on avait zappée aussi tout à l'heure, vu qu'on avait un peu dépassé dans le temps, sur, même si vous l'avez déjà un peu abordé, la légitimité des studios aujourd'hui, sachant qu'on peut faire la musique dans son garage. Ça dépend le style. Ça Ouais. dépend le style, ça dépend le rendu, ça dépend le désir de l'artiste. Parce qu'il y a des artistes, ils n'imaginent pas trop leur carrière d'enregistrer dans un garage. Donc c'est vrai qu'on propose en fait une prestation de service avec un certain standing. En fait, c'est comme effectivement, on peut dormir dans sa voiture ou on peut se prendre un bon hôtel. En fait, le résultat est le même. On aura quand même dormi. Le lendemain, on aura été reposé, mais au final, la qualité du sommeil sera peut-être meilleure dans l'hôtel. Donc le studio, c'est à peu près pareil. Mais il y a quand même certaines limites. C'est vrai qu'enregistrer un ensemble orchestral de cordes ou de cuivre dans son garage, ça ne sera pas pareil, même si ce n'est pas impossible de le faire. Ensuite de ça, il y a quand même des difficultés dans le métier de preneur de son. Quand on enregistre une voix, quand on enregistre juste une guitare ou une basse, c'est assez simple. Hein. Je serais même tenté de dire que n'importe qui pourrait le faire, du moins qu'il a une sensibilité artistique. Mais après, quand il s'agit d'enregistrer une batterie, d'enregistrer une chorale, d'enregistrer un piano à queue ou ce genre de truc, ça demande une certaine technicité et un certain matériel qui, dans certains styles de musique, sont impardonnables, où il faut vraiment un studio professionnel avec des techniciens aguerris. Mais après, quand on prend l'exemple de Petit Biscuit, il a réussi à vendre des millions de son single, et il a tout fait dans sa chambre, avec sa petite guitare, sa petite carte son, son ordinateur, et parce que il a une sensibilité artistique, il a des connaissances techniques qui lui ont permis de créer un tube. En fait. Il a quand même des connaissances techniques. Enfin, mais il s'est renseigné, voilà, il a été sur des forums, sur des tutos, il s'est appris à se servir d'un logiciel. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a énormément de gens qui deviennent techniciens grâce à Internet. Mais ça ne l'a pas empêché, au final, de venir enregistrer des voix ici. Preuve que quand même, dès qu'il peut sortir de sa chambre, il sort de sa chambre, en fait. C'est quand même le plan B. Donc la légitimité des studios, oui, de toute façon, on aura toujours besoin d'enregistrer. On vient chercher au-delà d'un son, on vient chercher une inspiration. Et ça, si tu es inspiré dans ta chambre, c'est fantastique. Mais les lieux sont là. Enfin, selon quand tu vas au restaurant, selon le même plat, tu le dégustes dans un cadre incroyable ou tu le dégustes dans un cadre dégueulasse. Le plat n'aura pas la même saveur ni le même goût. Et c'est vraiment, on est vraiment dans du subjectif, mais vraiment, c'est important. Mais ça reste quand même une problématique pour nous, dans le sens où, effectivement, on a quand même perdu beaucoup de clients, dans le sens où on a beaucoup de gens, dans Paris surtout, ont créé leur petit studio, leur petite cabine,
Et du coup, c'est vrai qu'on a perdu pas mal de clients pour ça. Donc du coup, nous, on essaye de les attirer différemment, comme disait Julie, par le lieu, par l'atmosphère, et puis aussi par les instruments qui sont rares qu'on a chez nous, et qui sont de très très grande qualité, par les micros. On a des micros vraiment très rares, haut de gamme, et on a du personnel ultra compétent qui ont fait leurs preuves. On a tous enregistré des artistes qui ont des disques et qui sont vendus par centaines de milliers. Donc ça aussi, ça fait une différence. Ça peut mettre en confiance un artiste pour la réussite de son projet. Ok, merci. On arrive à la fin du tas, mais il y a une dernière question qui a été posée dans la conversation, donc si vous voulez y répondre rapidement. La question, c'était quel niveau d'altération ou modification peut apporter le studio vis-à-vis de la création de l'artiste? Et du coup, autrement dit, êtes-vous des artistes vous aussi? Oui. Voilà. C'est une condition. Non, mais c'est la condition. C'est exactement ce que je pense que j'ai au début dans l'introduction. C'est la différence entre avant et aujourd'hui, c'est qu'avant, effectivement, il y avait des techniciens, mais ce n'étaient pas des artistes. Je dis pas que la musique était pas chouette, mais je dis qu'aujourd'hui, on est dans une, en tous les cas, on est dans une époque, ça fait plus de 50 ans que les ingénieurs du son sont aussi des artistes. Il faut être artiste de toute façon pour avoir une sensibilité, pour pouvoir dire ah là, là ça passe pas. Être ingénieur du son, c'est savoir que selon la tessiture de la voix, on ne pourra pas mettre tel instrument à côté, sinon ça va, les deux vibrations vont se bouffer et elle ne fonctionnera pas. Si tu veux, c'est pour ça qu'on a, excuse-moi, je te coupe, c'est pour ça que souvent au mixage, l'ingénieur du son décide des fois de retirer des instruments. Ça arrive. C'est nous, c'est pas nous. Ah non, c'était moi, désolé. Et parce que effectivement l'arrangement, le truc ne tourne pas, et donc du coup il est tout seul lui devant sa console, et bah, il appelle le producteur, il dit bah voilà, j'ai retiré le violon parce que le violon il bouffe sur la voix, c'est moins beau. Voilà, ça arrive très très souvent qu'on soit amené à faire ça, quoi, ce genre de choix. Ouais. Mais ça c'est un choix aussi. Tous les studios n'ont pas forcément ce choix-là. Nous, on est de toute façon artistes. Enfin, on a baigné dedans, quoi. Donc, on n'imagine pas la chose autrement que comme ça. Il y a des studios qui existent aujourd'hui où le technicien est un technicien, il n'a pas son mot à dire. Enfin, voilà. Nous, on est des musiciens avant tout, quoi. Voilà. Okay, merci beaucoup pour la réponse. Du coup, on arrive à la fin du thème d'aujourd'hui. Merci pour vos interventions. C'était vraiment intéressant. Et du coup, pour les spectateurs, on se retrouve la semaine prochaine pour le thème numéro 97, qui lui sera sur l'astronomie, et plus précisément sur comment l'évolution des technologies nous permettent de voir toujours plus loin. Merci à tous pour votre présence. Merci. Merci. Bonne journée.